Bonjour à tous, on va juste attendre une petite minute pour que tout le monde ait le temps de se connecter. On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire Etifinance. Merci d'être si nombreux et j'espère que cet événement sera riche en échanges. Alors, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Camille Ferron, directrice des méthodologies et des produits de l'agence Etifinance ESG Ratings. Et pour ce webinaire, c'est Camille qui va vous présenter les résultats de notre étude portant sur la performance ESG des petites et moyennes entreprises européennes. Donc, cette présentation durera environ 30-35 minutes et nous aurons ensuite, en deuxième partie, une session de questions et réponses. Donc, je vous invite tout au long de la présentation de Camille à poser vos questions dans la section Q&A de ce webinaire et nous y répondrons donc en deuxième partie. Alors, avant de passer la parole à Camille, je vais simplement vous dire quelques mots sur Etifinance. Donc, Etifinance, nous sommes un groupe européen de notation, de recherche et de conseil centré sur le crédit et l'ESG. Donc, on est maintenant présent sur le marché depuis 20 ans avec 3 implantations géographiques en Espagne, en France et en Allemagne. Sur le volet du crédit, nous sommes une agence de notation agréée par l'ESMA et nous conduisons également des activités de recherche, principalement en high yield, sous la marque Spread Research. En ce qui concerne l'ESG, nous avons 2 activités bien distinctes. La première, ce sont des activités de conseil. Donc, le conseil qui va être principalement axé sur les institutions financières et les investisseurs. Et puis, le deuxième sujet, Camille, pardon, je te laisse passer la slide suivante. Et la deuxième activité, merci, qui concerne le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, c'est l'agence de notation ESG, où nous couvrons à la fois donc, des notations ESG sollicitées ou non sollicitées, des second party opinions dans le cadre d'émissions de dette vertes, sociales, durables, sustainability linked, et puis d'autres finalement produits d'opinion, par exemple sur l'évaluation de l'alignement à la taxonomie d'une entreprise. Camille, je te laisse la parole et peut-être on pourrait commencer avec un petit rappel de notre méthodologie de notation au sein d'Etifinance ESG Ratings. Tout à fait, merci beaucoup Lotta pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons commencer en effet par des petits rappels sur notre méthodologie de notation. Donc chez Etifinance, pour rappel, nous couvrons à peu près 2300 sociétés cotées sur les marchés développés européens à partir en fait de 150 millions de capitalisation sur les marchés. Et donc, c'est pour notre produit que nous appelons notation non sollicitée, donc c'est-à-dire les notations qui sont vendues à nos clients investisseurs. Donc, nos notations, elles sont fondées sur un modèle propriétaire. Nous collectons donc plus de 120 points de données couvrant 4 piliers, et ce chiffre de 120 n'inclut pas les données taxonomiques qui sont également collectées pour toutes les entreprises de la couverture. Donc depuis cette année, les 6 objectifs de la taxonomie verte européenne. Donc les données sont collectées de 2 façons, donc à travers la documentation publique des entreprises et à travers une phase de dialogue, j'y reviendrai, pendant laquelle les entreprises sont invitées à compléter les informations qui peuvent manquer ou qu'elles voudraient rajouter sur notre plateforme. Et voilà, et ensuite donc, nous prenons ces informations et nous les agrégeons pour créer des scores. Donc chez Etifinance, notre score, il repose sur 4 piliers. Donc environnement, avec des enjeux comme l'énergie, l'eau, les déchets, la biodiversité. Gouvernance, donc là aussi assez classique, sur la composition, le fonctionnement des instances de gouvernance, la rémunération des dirigeants, l'éthique des affaires, ou encore la gouvernance des sujets RSE. Et en fait, chez nous, le S de ESG est divisé en 2, avec tout d'abord un pilier social qui est focalisé sur les parties prenantes internes de l'entreprise, donc les salariés,
avec des enjeux comme la santé-sécurité au travail, la prévention des discriminations, la formation, le dialogue social. Et un pilier partie prenante externe qui, lui, est davantage tourné vers les clients, les fournisseurs et la société civile en général. Ces notes sont donc ensuite pondérées entre elles pour créer un score. Alors actuellement, chez Etiffinance, ces pondérations s'effectuent selon le macro-secteur d'appartenance de chaque société et nous avons 3 macro-secteurs: industrie, distribution, services. Donc pour faire simple, l'environnement va être un peu plus pondéré pour les entreprises industrielles que pour les entreprises de services. Et enfin, comme vous le voyez en bas à droite de cette slide, il y a une dernière étape avant d'arriver à notre score global, c'est la prise en compte des controverses, donc de toutes les informations négatives, procès en cours, condamnation, etc., que peuvent rencontrer les entreprises sur des sujets ESG. Et donc ces controverses peuvent donner lieu à un malus, notamment, enfin surtout d'ailleurs, en cas de controverses qui sont jugées graves ou très sévères dans notre méthodologie. Donc c'est-à-dire que ce sont des controverses qui ont un impact très important sur la santé financière de l'entreprise, ses opérations, etc., sa réputation, mais aussi sur les parties prenantes qui sont impactées par la controverse. Donc je reviens juste rapidement sur notre processus de notation. Alors pour rappel, donc nous, notre ADN historiquement, c'est la notation des petites et moyennes entreprises. Donc nous avons un processus de notation et une méthodologie qui sont adaptés à cette taille de société. Nous avons notamment des formules de notation qui dépendent de la taille de l'entreprise. Et enfin, et aussi surtout cette phase de dialogue que j'ai déjà évoquée, qui permet aux entreprises de renseigner des informations. Donc en fait, comment ça se passe en pratique? Donc au départ, les analystes collectent les données qu'ils peuvent trouver dans la documentation publique des entreprises, dans tous les documents publiés, ce qui permet de pré-remplir le questionnaire. Il y a un premier contrôle qualité des données et ensuite les entreprises peuvent venir compléter les données, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à tout ressaisir depuis le début, depuis zéro, mais elles peuvent s'appuyer sur ce qui a été pré-rempli par les analystes. Ensuite, nous avons d'autres étapes de qualité, notamment pour identifier les valeurs aberrantes et les corriger avec des tests statistiques. Et enfin, donc, comme je le disais, l'analyse et l'intégration des controverses. Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats de cette étude que nous faisons un peu tous les ans sur en fait, les résultats, les grandes tendances qu'on observe sur les scores ESG de notre base. Donc ces données portent, donc tout d'abord nous avons seulement sélectionné les PME, TI, en tout cas exclu les très grosses entreprises de l'échantillon. Donc l'analyse porte sur 2053, donc un peu plus de 2000 PME en Europe, qui ont donc une capitalisation boursière qui est inférieure à 10 milliards d'euros. Et parmi cet échantillon, on compte 309 entreprises françaises. L'analyse, elle se fonde... Donc, en fait, ces données et ces scores que je vais vous présenter, ce sont les scores de l'année dernière, donc de 2023, étant donné que les scores de 2024 sont en cours d'élaboration. Donc, en fait, nous n'avons pas encore l'intégralité des données. Et donc, score 2023 qui porte sur des données reportées à la fin de l'année fiscale 2022. On vous a juste mis 2 graphiques sur la répartition de l'échantillon, donc en termes de pays d'une part, donc avec une forte représentation notamment du Royaume-Uni qui est le pays le plus représenté dans notre échantillon. Et pour cette étude, nous avons fait une analyse par zone géographique un peu en regroupant des pays entre eux, avec donc la zone d'Ar, la Scandinavie, l'Espagne et le Portugal, etc. Et donc en termes sectoriels, on voit que les 3 secteurs les plus représentés vont être la finance, les biens d'équipement et l'immobilier dans l'échantillon.
Alors, je vais passer rapidement sur les principaux enseignements du rapport et ensuite on rentrera davantage dans les détails. Donc, ce qu'on voit, c'est que les scores s'améliorent, les PME sont de plus en plus performantes en matière de développement durable. Alors, poussées certainement par les efforts réglementaires des pays européens et maintenant de l'Union européenne en termes de réglementation. Ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises dont le siège social se situe dans l'Union européenne, en moyenne, ont des meilleures notes que les entreprises qui sont en dehors de l'Union européenne, donc notamment les entreprises britanniques, suisses, etc. Et oui, et ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises qui sont situées dans des secteurs qui ont un impact environnemental plus important, dans les secteurs plus industriels, ont tendance à avoir des meilleures notes. Donc ça peut être une stratégie, enfin, que ces entreprises sont plus conscientes de la pression, d'une part réglementaire et d'autre part de l'opinion publique sur le sujet, notamment climatique et environnemental. Et donc voilà, tendent à plus communiquer sur ce sujet. Un enseignement assez important, mais qu'on constate depuis des années, c'est que les entreprises qui répondent à qui participent activement à notre processus de notation, notamment à notre phase de dialogue, ont en moyenne des meilleures notes parce qu'elles peuvent apporter plus d'informations. Et enfin, en ce qui concerne les entreprises françaises, elles obtiennent des scores supérieurs aux moyennes, la moyenne européenne, notamment dans les domaines sociaux, environnementaux et parties prenantes externes. Alors, en termes des principaux résultats, donc là, on a juste, je vais passer rapidement sur la distribution des scores. Donc nous, quand on crée notre méthodologie, on essaye toujours d'avoir une distribution des scores qui est à peu près gaussienne, avec la plupart des entreprises qui vont se situer plutôt dans le milieu de la distribution. Et donc là, c'est ce qu'on voit avec donc 9% des entreprises qui ont un score supérieur à 70 sur 100 et 14% qui ont un score inférieur à 30 sur 100. Donc là, on va retrouver soit des entreprises qui reportent très peu d'informations, qui ne publient qu'un reporting financier, par exemple, et aucune donnée ESG, et ou qui sont confrontées à des controverses graves. Alors, si on passe au score moyen, au score moyen par pays, donc ce qu'on constate, c'est que les pays d'Europe du Sud, notamment donc la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, sont dans le top 5, et donc ce sont les pays qui obtiennent les meilleures notes. Alors on a l'Autriche aussi qui se glisse dans ce top 5. Donc voilà, donc ce sont des pays où a priori les entreprises apparaissent comme plus sensibles au sujet ESG, où il y a aussi des réglementations qui ont été mises en place depuis quelques temps. À l'inverse, là où on va avoir donc le moins de transparence et donc les moins meilleures notes, ça va être plutôt en Allemagne, en Suisse, qui sont les pays un peu à la traîne de la notation. Alors toutefois, les scores dans leur globalité augmentent, comme on va le voir. Et c'est le cas pour quasiment l'ensemble des pays. Alors ici, vous pouvez voir que donc on a une augmentation des scores sur 3 ans, donc en bleu 2021, en orange 2022 et en vert 2023. Avec donc un score, comme je le disais, de la France, un score moyen qui est supérieur à la moyenne de l'Union européenne et à la moyenne de l'Europe. Donc l'Europe, c'est l'intégralité de l'échantillon, hein, c'est Union européenne plus Grande-Bretagne, Suisse, etc. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que donc les entreprises ont toujours, donc depuis 3 ans, eu un score supérieur au score de l'Union européenne et de l'Europe, mais que ce score moyen continue de progresser au même rythme que dans les autres pays. Donc c'est plutôt encourageant. On a aussi plus de la moitié des entreprises du top 10 de notre classement, enfin si on regarde les entreprises de la meilleure note à la moins bonne, qui sont des entreprises françaises. Alors cette année, petite exception, la France a été dépassée par le Portugal dans le classement des pays.
global. Alors, sachant qu'au Portugal, on a assez peu de sociétés dans l'échantillon. Alors, les explications, bien sûr. Alors, on a une explication réglementaire historique qui est que donc, la France a été un des premiers pays, si ce n'est le premier, à introduire des obligations de reporting ESG dès 2001. Donc, forcément, on est dans un pays où il y a un historique assez fort de reporting, donc où c'est plus facile de trouver des données. Bien sûr, étant donné l'histoire et l'origine française au départ d'Etifinance, les entreprises françaises nous connaissent bien et donc répondent beaucoup à notre questionnaire, comme on va le voir. Et voilà, donc ce qui peut expliquer aussi leurs meilleurs résultats. Alors, si on se focalise sur chacun des piliers, donc là, vous avez la France en bleu, l'Union européenne en orange et l'Europe en vert. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la France se détache notamment sur le pilier social, donc c'est-à-dire les relations avec les salariés. Donc, avec notamment tout ce qui est donc, des meilleures notes sur tout ce qui va être reporting sur les formations et aussi sur le sujet de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est là où on observe les plus grandes différences. Il y a quand même aussi donc une meilleure performance sur les autres piliers. Alors, le moins grand écart, on peut le noter sur la gouvernance, où on a notamment au niveau de la couverture des très bonnes performances des sociétés britanniques, étant donné que la gouvernance, le code de gouvernance britannique est un des plus exigeants du monde, enfin le plus exigeant en fait. Mais en gouvernance, là où les sociétés françaises se détachent, c'est sur la gouvernance de la RSE, enfin, ce qu'on appelle la gouvernance de la RSE, c'est-à-dire la définition de responsabilité. Donc, est-ce qu'il y a un responsable RSE? Est-ce qu'on a un comité RSE au board? Est-ce que le rapport RSE est audité, etc. Donc, dans ce sous-thème, ce sous-sujet-là, les sociétés françaises sont meilleures que leurs pairs européens. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les taux de dialogue, donc c'est-à-dire de participation à notre processus de notation, parce que, comme on l'a vu, c'est une phase très importante de notre process et qui peut aussi expliquer les scores. Donc, en effet, comme on le voit, les 4 pays qui participent le plus, ou zones plutôt dans ce schéma, qui participent le plus au dialogue, on va retrouver en fait les meilleurs élèves de notre classement par pays. Donc la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc on voit que il y a quand même une corrélation entre le fait de participer au process de notation et l'amélioration de la note. En fait, ça s'explique par le fait que les entreprises ne peuvent pas tout mettre dans leur rapport RSE. Surtout quand vous êtes une petite société, vous n'avez pas forcément les moyens de publier un rapport RSE de 200 pages. Donc, l'idée de participer au dialogue, c'est de pouvoir rajouter des informations que les sociétés n'auraient pas eu les moyens ou pas eu le temps de mettre dans leur rapport RSE, mais elles peuvent quand même apporter ces informations lors de la phase de dialogue. Donc nous, ça nous permet aussi de récupérer des informations qui ne sont pas publiques, mais qui ne sont pas pour autant confidentielles et qui témoignent du fait que l'entreprise a mis en place certaines mesures, a développé certaines politiques, même si elles ne sont pas publiques. Donc en effet, de façon plus quantitative, au cours du cycle de notation 2023, donc l'année dernière, les entreprises qui ont engagé un dialogue avec Etifinance ont obtenu en moyenne 15 points de plus quand même que celles qui n'ont pas participé. C'est quand même assez significatif. Alors en termes de taux de réponse par zone, on voit qu'en France, on a 2 tiers, donc c'est hors CAC 40, mais donc hors CAC 40, on a 2 tiers des sociétés qui participent à notre phase de dialogue, donc c'est très important. Donc s'il y a des sociétés, des représentants de certaines sociétés françaises ici, et je pense qu'il y en a, merci beaucoup de nous apporter toutes ces informations et vraiment on est ravis parce que ça nous permet d'avoir une vision assez complète des différentes pratiques qui ont lieu, qui sont mises en place dans les PME françaises. Donc dans le reste de l'Europe, on a un peu moins de succès parfois. Alors c'est dû au fait que les entreprises européennes ont été ajoutées à la couverture Etifinance seulement il y a quelques années.
donc surtout à partir de 2021. Donc forcément, nous sommes moins connus. Donc voilà, il faut qu'on fasse notre place et petit à petit, nous arrivons à convaincre de plus en plus de sociétés de nous répondre. Donc ce qu'on voit quand même, ce qui est encourageant, c'est que sur l'échantillon complet, donc que ce soit en France, en Union européenne ou même voilà, sur notre échantillon complet, le taux de dialogue, le taux de participation, il augmente sur les 3 dernières années. Donc, par exemple, en Europe, donc, enfin, voilà, à l'échelle de l'échantillon entier, on avait seulement 20% des sociétés qui répondaient en 2021 au questionnaire. Et en 2023, elles étaient quasiment 25%, quasiment un quart. Donc, c'est quand même assez intéressant comme progression. Et en Union européenne, voilà, on observe la même chose. Donc nous allons voilà, continuer à contacter les entreprises et voilà, essayer de faire en sorte qu'elles nous répondent de plus en plus souvent. Alors, maintenant, passons sur les controverses. Alors, vous avez ici 2 schémas, donc un sur le taux d'implication moyen par région, donc c'est-à-dire le pourcentage d'entreprises de chaque région pour lesquelles nous avons recensé au moins une controverse au cours des 3 dernières années, et la sévérité moyenne des controverses sur une échelle voilà, de 5. Donc cette sévérité, c'est un peu le score controverse, donc qui est calculé sur une échelle de 0 à 5 et qui dépend de plusieurs choses. Donc qui va dépendre par exemple de l'impact financier de la controverse sur l'entreprise. Donc par exemple, si son cours de bourse a chuté brusquement et n'a pas récupéré, ou si elle a eu une grosse amende, c'est quelque chose qui va impacter ce score de sévérité. On va aussi regarder l'impact sur la réputation de l'entreprise. Donc, on va regarder l'impact sur les parties prenantes touchées en termes de gravité et de périmètre, donc c'est-à-dire combien de personnes ont été impactées et à quel point l'impact est réversible ou pas. Et enfin, on va regarder si l'entreprise a été condamnée, s'il y a un procès en cours ou si ce sont juste des accusations, voilà, des campagnes d'ONG, etc. Est-ce que, voilà, qui est mis en cause en fait dans l'entreprise? Est-ce que ce sont les plus hauts dirigeants ou est-ce que c'est une filiale isolée qui représente une toute petite partie du chiffre d'affaires de l'entreprise? Alors, il faut savoir que nous avons aussi un comité controverse qui se réunit tous les mois et qui statue sur les cas les plus graves, donc de niveau 4 et 5 sur 5, et qui va décider notamment du moment auquel on va pouvoir baisser la sévérité, ce qui va dépendre, par exemple, de la réponse de l'entreprise et des mesures qu'elle aura mis en place à la suite de la controverse pour renforcer son système de gestion des risques, par exemple. Alors, ce qu'on voit dans ces schémas, c'est d'une part que l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France, donc toujours nos leaders au classement, comptent parmi les pays dont les entreprises sont les plus impliquées dans les controverses. Et au contraire, les pays scandinaves affichent un taux d'implication assez bas, donc en dessous de 10%. Donc on a moins de 10% des sociétés. Donc les pays scandinaves, on a Norvège, Suède, Finlande, Danemark. Et donc dans tous ces pays-là, on a moins de 10% des sociétés qui sont impliquées, enfin pour lesquelles nous avons recensé des controverses. Donc la moyenne de l'Europe et de l'Union européenne est à peu près la même, à 16% des entreprises impliquées. Alors, en ce qui concerne le taux de sévérité, cette fois des controverses, on voit qu'il n'y a pas de différence très notable. Tout le monde se situe entre 2,2 et 2,4 sur 5. Donc, on n'a pas de grande disparité dans les taux de sévérité des controverses. Alors, il faut juste noter il est possible que l'échantillon présente un biais de langue, parce qu'en effet, pour remonter les articles à partir desquels les analystes travaillent pour analyser ces controverses. Nous travaillons avec une société qui s'appelle Sésame, qui donc remonte de façon algorithmique
des milliers d'articles à partir de mots-clés, etc. Et or, jusqu'à il y a peu, il ne couvrait que 5 langues européennes, et notamment, il ne couvrait pas les langues scandinaves. Donc, il est possible que, voilà, si les articles de controverse des entreprises scandinaves n'étaient pas traduits en anglais, nous soyons passés à côté. Mais dorénavant, notre partenaire Sésame couvre toutes les langues européennes. Donc, nous verrons dans les prochaines années si ces statistiques évoluent. Pardon. En France, alors juste un petit zoom en termes de sujets. Donc en France, on a une prédominance dans les controverses des sujets sociaux et sociétaux. Alors comme c'est le cas dans l'intégralité de la base de données, en fait, donc il n'y a pas de particularité ici. Donc on a 64% des controverses qui portent sur des sujets sociaux, 27% sur des sujets de gouvernance et seulement 8% sur des sujets environnementaux. Alors, j'aimerais quand même nuancer ces chiffres parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines controverses qui pourraient être qualifiées d'environnementales, comme les accusations de greenwashing, par exemple, qui vont en fait être... souvent, dans ce genre de cas, on a des procès, mais plus sous un motif de pratique commerciale trompeuse ou publicité mensongère ou ce genre de choses. Et donc, ça, ce sont des sujets qui vont être davantage classés dans le pilier social. Donc voilà, donc il y a potentiellement des controverses environnementales qui se cachent dans le pilier social, ici. Donc les sujets les plus controversés, rapidement, alors là où on a le plus de controverses, donc, qui sont de niveau de sévérité 3 sur 5 et plus, c'est donc sur l'enjeu de la sécurité des produits, donc avec des controverses sur des rappels de produits, par exemple. Alors ça peut être pour l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, etc. Donc c'est là où on a le plus de controverses. Ensuite, on retrouve les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ensuite, on a un sujet sur le manque de transparence dans la communication financière et non financière. Donc là, ça peut être par exemple si les commissaires aux comptes ont refusé de valider les comptes. Ça peut être un sujet qui rentre dans ce thème. Ensuite, donc pratiques commerciales déloyales et publicités mensongères. Donc ici, potentiellement du greenwashing, sûrement. Ensuite, on a des sujets de fraude fiscale, évasion fiscale, pratiques anticoncurrentielles, divers problèmes de gouvernance et corruption. Donc l'éthique des affaires est quand même un sujet assez récurrent de controverse. Alors enfin, pour finir, on a fait un petit palmarès 2023 des entreprises françaises. Vous savez qu'historiquement, on avait l'indice Gaïa, donc qui n'existe plus. Mais donc, c'est un peu le parallèle de l'indice Gaïa. Alors, donc ça, on a le top 10 des sociétés françaises qui obtiennent les meilleures notes dans notre échantillon. Alors, on retrouve pas mal de usual suspects qui ont souvent été dans le top 10 ces dernières années. Donc avec NHOA, Fermental, Mercialis, Covivio, Société de la Tour Eiffel, qui sont un peu des habitués des classements Gaïa. Alors on voit ici que l'immobilier, comme d'habitude, le secteur de l'immobilier est souvent très représenté dans les hauts classements. Donc c'est un secteur où les entreprises ont tendance à avoir un bon reporting RSE. Ce qu'on observe. Donc félicitations aux entreprises qui se situent dans ce top 10. Oups. Et donc juste un petit classement par taille d'entreprise. Donc avec le top 5 de moins de 250 salariés, avec donc Fermental en premier, Mercialis, Covivio Hôtel, Société de la Tour Eiffel et Transgène. Donc bravo à vous si vous êtes là, bravo à eux. Ensuite, nous avons un top 5 des sociétés entre 250 et 500 salariés, avec NHOA, Interparfums, Carmila, Mille Merci et Neoen. Félicitations. Et enfin, parmi les sociétés de plus de 500 salariés, donc nous avons un top 5 un peu élargi parce qu'il y a une égalité à la 5e place. Donc avec Covivio, Manitou, Quadient,
Soprasteria, Seb, Wavestone et OP Mobility. Donc là aussi, félicitations à eux. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation pour moi. Et nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Camille. N'hésitez pas à partager vos questions directement. On avait une question sur des exemples de controverses, Camille. Tu en as mentionné quelques-uns par thématique. Est-ce que en plus de, enfin, tu mentionnais par exemple les sujets de démarches commerciales trompeuses, etc. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner, peut-être sur l'éthique des affaires? Désolée, j'ai pris mon micro. Oui. Tout à fait. Ben, sur l'éthique des affaires, ce qu'on voit pas mal, ça va être des procès, notamment pour des cartels en termes de pratiques anticoncurrentielles. Donc, il y a quelques années, il y avait le célèbre cartel du jambon avec Fleury Michon, notamment, que nos clients connaissent bien. Mais il y en a régulièrement dans divers secteurs, en effet. Et donc, corruption, ça va être surtout des controverses souvent pas forcément en France, mais plutôt dans des pays un peu plus loin de chez nous, pour des histoires de pots de vin ou d'attribution des contrats publics un peu frauduleuses. Voilà. Et souvent, en fait, c'est des cas qui ressortent des années après, donc les procès sont très très longs. Et souvent, c'est des procès pour des faits qui datent d'il y a 20 ans, donc parfois tout le management de l'entreprise a changé, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie aussi de prendre en compte. Voilà, si les faits datent d'il y a 20 ans et que entre-temps, il y a eu une revue totale du management, des pratiques, etc. Voilà, on ne va pas pénaliser l'entreprise de la même façon que si les faits avaient eu lieu l'année précédente, quoi. Merci Camille. Une autre question, remarque, c'est étonnant de voir dans le top 10 des sociétés d'immobilier ou de la santé qui polluent beaucoup a priori. Alors, merci pour cette question. En fait, actuellement, donc, la méthodologie Etifinance, elle porte sur... En fait, il n'y a pas de pénalité liée au secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire que tous les indicateurs qu'on a, c'est des indicateurs de gestion des risques. Donc, où on va regarder... Enfin, globalement, je simplifie, mais où on va regarder comment l'entreprise va... est-ce que l'entreprise, par exemple, a mis en place des cibles climatiques, etc. Est-ce que ces émissions de gaz à effet de serre diminuent au fil du temps? Voilà, quel est son mix énergétique, tout ça. Mais donc, pour l'instant, le secteur de l'entreprise, les produits qu'elle fabrique, etc., c'est pas quelque chose qui va rentrer en compte dans la notation à l'heure actuelle. Donc, par contre, c'est quelque chose qu'on va capter via d'autres de nos produits, notamment le produit sur la contribution aux objectifs de développement durable, qui est un autre des produits Etifinance, où là, les entreprises vont être classées selon si leurs produits et services contribuent à l'un ou l'autre des 17 ODD. Donc, c'est davantage un produit qui porte sur les activités des entreprises. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on est en train de réfléchir, de mener des réflexions sur le fait d'inclure dans le score ESG aussi un aspect... alors déjà, on est en train de un peu réformer notre méthodologie pour avoir une approche beaucoup plus sectorielle, donc beaucoup plus fine en termes de matérialité sectorielle, etc. Parce qu'actuellement, on a, comme je l'ai dit, que 3 macro-secteurs, industrie, distribution, services. Donc, l'idée, c'est d'en avoir... à terme, plus 30 que 3, et donc de faire des matrices de matérialité pour justement dire si vous êtes une société immobilière, quelles sont les émissions par mètre carré de votre parc immobilier, est-ce que si vous sous-traitez la construction, vous avez des clauses spécifiques avec les constructeurs, est-ce que comment vous gérez les déchets de sites de construction, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est des réflexions en cours. Et question qui est liée à cela, donc est-ce qu'on envisage de mettre à jour notre méthodologie avec la CSRD? Oui, tout à fait. Ça rejoint tout à fait ce projet. Donc,
nous sommes en train de regarder ces matrices de matérialité par secteur et donc nous en profitons pour aligner nos indicateurs avec les indicateurs de la CSRD. Donc, ce qui va peut-être entraîner aussi l'abandon d'un certain nombre d'indicateurs, notamment dans le pilier gouvernance, parce que la CSRD ne couvre pas, n'insiste pas particulièrement sur ce pilier, à part pour ce qui est de la gouvernance de l'ESG, mais sinon c'est quand même assez light. Donc on va quand même en garder, mais, mais peut-être pas tous. Et au contraire, il y a certains enjeux qui sont importants dans la CSRD qu'on ne couvrait peut-être pas suffisamment et qu'on va renforcer en alignant nos indicateurs et nos définitions sur les définitions de la CSRD pour permettre aux entreprises de ne les reporter qu'une fois et de ne pas avoir à les recalculer d'une autre façon pour répondre au questionnaire. Merci Camille. Je reviens sur une question au sujet des controverses. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir sur la classification entre les controverses E, S et G, plus particulièrement au niveau de la corruption et de l'évasion fiscale? Est-ce qu'elles sont classées sous le S ou sous le G? Alors, elles sont classées sous le G. Éthique des affaires, en fait, c'est une thématique qui, dans notre référentiel de notation, est dans le pilier gouvernance. Donc, pour les controverses, c'est la même chose. Ce sont des controverses de gouvernance. D'accord. Et est-ce qu'il y a des controverses pour les causes de pollution? Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, les controverses environnementales que nous avons, c'est beaucoup pour des causes de corruption. De pollution, pardon. Après, en fait, le souci avec la pollution, c'est à part... Alors, il y a des moments où on en parle dans les médias, parce que c'est vraiment... l'ampleur de la pollution est vraiment très grande, ça fait des années, etc. Mais en fait, la plupart du temps, c'est plutôt des amendes administratives qui sont infligées aux entreprises, donc c'est beaucoup moins relayé dans les médias. Donc, ça peut être des controverses qui sont plus difficiles à capter pour nous, ce genre de controverses sur la pollution. Mais oui, on en a. Très bien. Et une question maintenant qui va porter sur le scope 3. Qu'est-ce qu'on peut observer en termes de trajectoire carbone sur le scope 3 dans les données qui ont été collectées sur les récentes années? Oula. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux. En plus, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que toutes les entreprises ne reportent pas la même chose dans leur scope 3 et notamment, toutes les entreprises ne reportent pas dans leur scope 3 les postes qui seraient pertinents pour leur secteur. Par exemple, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui, dans leur scope 3, vont mettre les déplacements domicile-travail ou les déplacements professionnels de leurs salariés. Alors qu'en fait, vu les enjeux de leur secteur, le poste important de leur scope 3, c'est plutôt les émissions pendant la durée de vie des produits. Donc en fait, c'est pas tellement pertinent de regarder leur trajectoire scope 3 du déplacement de leurs salariés qui représente en fait un tout petit pourcentage de leur empreinte carbone. Nous, ce qu'on observe sur le scope 3 pour l'instant, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui reportent leur scope 3. Ce qui est déjà une bonne nouvelle, parce qu'il y a quelques années, on avait, je sais pas, peut-être 20% des entreprises à peine qui reportaient leur scope 3. Donc ça, c'est une statistique qui progresse. Mais donc, en termes de tendance, c'est, sachant que parmi les entreprises qui reportent, tous les ans, elles vont améliorer leur reporting, donc peut-être rajouter des postes d'émission, etc. Il y en a d'autres qui vont pas forcément reporter les postes d'émission pertinents. Donc, c'est un peu difficile de faire ce genre d'analyse vu l'état des données à ce stade, surtout pour des petites sociétés. Parfait. Et une question maintenant qui va porter plus sur l'utilisation de ces notations ESG. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de l'impact des notes ESG dans l'arbitrage des fonds? Alors ça, il faudrait poser la question à nos clients. Mais oui, nous, on a des clients investisseurs qui, par exemple, ont des fonds qui ont le label ISR. Donc, dans le label ISR, il faut que le fonds ait une note qui soit 20% meilleure que la note du benchmark. Enfin, il faut éliminer les 20% des entreprises du benchmark qui ont les moins bonnes notes. Donc, dans ce cas-là, oui, la note Etifinance peut jouer un rôle dans la sélection des valeurs, tout à fait. Après, nos clients, ils servent aussi beaucoup des notes pour faire de l'engagement avec les sociétés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leurs forces, leurs faiblesses, et ensuite s'en servir pour aller discuter avec leur participation et leur dire « Ah, nous, on a vu que vous aviez répondu ça, peut-être que ce serait bien de plus vous intéresser à tel sujet, parce que vous êtes un peu en retard. »
Donc, ça peut aussi servir de base pour discuter avec les sociétés. Merci. Et pour finir, on a à nouveau une question sur les controverses et l'impact sur la note. Tu avais mentionné que une controverse sévère impactait la note globale. Est-ce que tu peux préciser si c'est bien un score controverse global finalement qui va affecter la note finale, ou est-ce qu'il y a une calibration séparée sur l'environnement, le social et la gouvernance? Non, à ce stade, c'est la note globale des controverses qui va impacter le score global, avec un malus qui peut aller jusqu'à 20 points sur 100 pour les cas les plus graves. Alors bon, il y en a très très peu, hein, je vous rassure. Mais oui, c'est au niveau global, oui, pour le moment. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions, mais n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On va évidemment vous partager les slides de cette présentation. Il y aura également un replay de ce webinaire qui sera mis à disposition prochainement via LinkedIn. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement, Camille ou moi-même. Merci beaucoup pour votre participation. Pour les entreprises qui sont déjà couvertes par Gaïa, vous aurez compris que c'est très important pour nous d'avoir cette phase de dialogue. Donc, n'hésitez pas à continuer à solliciter nos analystes ESG. Et puis, si vous avez la moindre question, encore une fois, on est là pour y répondre. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup.